comme mentionné la fois passée, eh bien, aujourd'hui, nous allons nous interroger si nous sommes dans une récession ou si nous allons y entrer. Nous reprendrons donc l'ensemble des indicateurs mentionnés la fois précédente et quelques nouveaux. Nous ferons notre analyse en comparant les États-Unis et l'Europe. Pourquoi? Parce que l'on dit toujours que les États-Unis sont toujours des lanceurs d'alerte, donc c'est toujours bon d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis, car on sait en général que 6 mois après, eh bien, nous sommes frappés du même mal que les États-Unis, mais en plus fort. Comme on dit, et comme dit souvent l'adage, quand les États-Unis éternuent, eh bien l'Europe tousse. C'est les paroles de Joseph Stiglitz auxquelles je vous renvoie et je pense que c'est une parole qu'il ne faut jamais oublier. Nous commencerons donc aujourd'hui notre analyse par la définition de la récession qui comprend un indicateur bien précis et c'est celui que tout le monde connaît et qui est communément diffusé dans les médias, c'est le PIB. Lorsque le PIB est 2 mois consécutifs négatif à la baisse, eh bien, on peut considérer que l'on est en récession. Le PIB a été à 2 reprises fin 2022 bien en négatif et vous l'avez tous entendu, cela n'a pas été considéré comme une récession parce que l'on a invoqué un indicateur supplémentaire qui était le chômage et comme le chômage n'avait pas augmenté malgré les 2 indicateurs négatifs, et cela n'a pas été considéré comme une récession. Donc, si l'on prend la théorie de la définition telle que définit une récession, eh bien on avait bien une récession pendant 1 mois ou 2 aux États-Unis fin 2022, mais nos autorités de l'époque n'ont pas considéré cela comme une récession en invoquant un nouvel indicateur, le chômage. Enfin, passons à la deuxième manière d'analyser la situation, c'est reprendre la théorie telle que mentionnée par Loïc Abadie dans son livre La crise économique de 2008-2010, où il nous donne 3 indicateurs, c'est-à-dire la courbe des holos, 2, le chômage et 3, les permis de bâtir. Alors, reprenons chacun de ces éléments, les uns après les autres, en comparant aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, et en Europe. Puisque ce qui se passera aux États-Unis sera prémonitoire de ce qui va se passer en moyenne avec 6 mois de décalage avec l'Europe. Alors, en ce qui concerne les permis de bâtir, eh bien, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, les permis de bâtir sont à la baisse. Ce qui laisse supposer que les consommateurs et que le milieu n'est pas très optimiste sur les prochains mois. Donc, ce serait un des premiers indicateurs négatifs, ce qui pourrait déjà nous donner une idée sur une récession future. Deuxièmement, en ce qui concerne les holos, eh bien, on peut dire qu'il y a bien une inversion des taux aux États-Unis. Donc, deuxième indicateur dans le rouge. Le chômage, il stagne, il ne bouge pas beaucoup, mais on pose une augmentation du chômage pour les prochains mois. Vous avez déjà vu que déjà Amazon avait fait d'énormes licenciements et on parle pour cette semaine que Facebook, Microsoft et Google comptent également faire un gros licenciement. Et si l'on remarque les PME, les petites entreprises qui ont des difficultés en Europe avec le cours du prix des matières premières et de l'électricité qui sont en train de fermer certains temporairement sous le profil de droit passerelle des aides octroyées et d'autres qui ferment définitivement, plus certains qui ne parviennent plus à payer les coûts liés à leur exploitation. C'est le cas d'ailleurs aux États-Unis, où là, 41%, c'est presque le double des gens, ne parviennent plus à payer leur loyer lié au lieu où ils exercent leurs activités, dont ces sources évidemment futures de perte d'emploi.
Et en Europe, c'est également le même, mais pour des causes différentes. Évidemment, certaines savent payer le loyer également, mais le coût de l'énergie, le coût des matières premières, l'inflation, les pénuries, les délais de livraison, et bien tout cela va vers finalement fermeture de plus en plus d'entreprises, surtout des PME qui sont de gros fournisseurs, mais également d'employeurs, parce que ce sont ces entreprises-là qui en général emploient le plus. Eh bien donc, on peut donc considérer que dans un prochain avenir, eh bien, il y aura plus de chômage. Le chômage allait être haut, puis que nous allions avoir une descente, une stabilisation, et ensuite il y aurait une reprise. Et que c'est au moment où il y aurait une reprise du chômage que l'on pourrait considérer la fin d'une récession prochaine dans les 6 mois qui suivent. Et ici, on se trouve dans une baisse du chômage, avec une certaine stabilisation depuis un certain temps, 2-3 mois. Donc, à surveiller peut-être déjà des indices d'une future sortie. Tout ce qu'on peut retenir des éléments fournis par Loïc Abadi, eh bien, c'est que sur ces 3 indicateurs qu'il fournit, eh bien, 2 sont dans le rouge, donc ce qui voudrait dire qu'il est temps de se prémunir d'une future récession et de se mettre dans la peau d'un investisseur dans le cadre d'une récession. Enfin, troisième point qu'on peut retenir, là je ne vais pas faire de détails, je vous renvoie directement aux personnes concernées, Charles Gard et Didier Darcet, qui, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, indiquaient que nous avions un taux d'indice de récession de 95%, avec une tendance plus favorable vers la récession. Donc, il faut retenir aussi que de leur côté, ils voient également arriver la récession. Donc, jusqu'à présent, au niveau, je vais dire, autorité fédérale, il n'y a pas de récession. Au niveau Loïc Abadi, avec tous ces éléments qu'il nous fournit, eh bien, il y aurait bien une récession qui se prépare. Et du côté de Didier Darcet et Charles Gard, c'est également le cas. On peut encore tirer un élément en plus, c'est le M2 pour l'inflation, c'est-à-dire voir quel est le comportement de la population. En général, une sorte de crise, de perte de confiance, eh bien les gens vont se mettre à épargner. Et quand les gens épargnent énormément, s'ensuit généralement eh bien, un problème d'inflation. Eh bien ici, on a vu le pic arriver. Et dernièrement, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les gens épargnent moins, ce qui laisserait supposer également que l'inflation est derrière nous. Que dire au sujet de l'inflation? Eh bien, l'inflation, si l'on prend les courbes actuelles sur l'année 2022, eh bien, l'inflation diminue d'elle-même, déjà, tant aux États-Unis qu'en Europe. Je vous renvoie au graphique ci-joint. 2, eh bien, la récession qui s'annonce va encore faire baisser l'inflation, c'est un fait certain. Et 3, on sait aussi que l'augmentation des salaires est aussi une source pour faire accélérer l'inflation. Et si nous allons voir les courbes liées à l'augmentation des salaires, eh bien, on voit également qu'elles régressent aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire qu'elle monte beaucoup moins vite. Ce n'est pas encore une diminution, mais ça monte beaucoup moins vite. Donc, tout laisse à croire que l'inflation est en train de s'essouffler. Il n'y a plus qu'un élément qui reste, eh bien, c'est que les banques centrales eh bien, continuent à augmenter leur taux parce que leur but, depuis le début, ils visent le 5%. Quitte à avoir une récession, pour eux, eh bien, ils préfèrent avoir une récession plutôt qu'avoir une inflation haute et de laisser aller l'inflation qui, de toute évidence, est déjà morte. Eh bien non, ils veulent provoquer une récession. Donc, à tous ces éléments-là, que ce soit les éléments fournis par Loïc Abadi, les éléments fournis par Charles Gard, les éléments que l'on peut également tirer des différents indicateurs que je vous ai évoqués, de l'augmentation des salaires qui est de moins en moins rapide, d'une récession qui est quasi certaine, eh bien, l'on peut dire à l'heure actuelle que l'inflation va augmenter beaucoup moins vite et que une récession est inévitable prochainement. Alors, deuxième point, que va-t-il se passer sur les prix
des produits, des denrées, quelles qu'elles soient. Eh bien, à ce niveau-là, il y a aussi des indicateurs que l'on peut aller trouver pour se donner une idée. Puisque l'inflation va s'essouffler, ben, évidemment, l'inflation s'essoufflant, ben, on risque évidemment d'avoir des répercussions sur le prix. Et c'est ce que nous allons essayer de voir, si ce sera vraiment favorable et s'il y aura vraiment un gros impact. Le premier élément que l'on peut tirer actuellement, c'est que si l'on va voir le prix du fret, que ce soit les containers sur bateau ou en avion, ceux-ci avaient fortement augmenté. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi ou ont investi dans ce genre de choses, mais à un moment donné, c'était bon marché. Beaucoup de personnes ont investi là-dedans et ils avaient bien fait. Les prix ont fortement monté et puis ça s'est effondré récemment. Par conséquent, on peut dire que le prix des transports et de la logistique va fortement diminuer dans les prochains mois et évidemment, ça aurait une répercussion sur le prix des produits et des services. Deuxièmement, eh bien, si l'on regarde le prix à la production aux USA, eh bien, c'est en train de diminuer et ça devrait également être le cas si on regarde les courbes en Chine également. Par contre, à la production des denrées et produits vont très nécessairement diminuer dans les prochains mois. Enfin, nous pouvons également regarder l'indice des prix à la consommation, où là on voit que cet indice, eh bien pour le moment, il est stable, il ne bouge pas beaucoup. Et si on continue comme ça, on pourrait être en juin 2023 à peu près au même niveau de prix qu'en juin 2022, peut-être même plus bas. Enfin, il faut aussi tenir compte, ça c'est un peu plus de mon expérience personnelle en tant que commerçant, c'est que comme nous avons moins vendu, nous avons plus de stocks. L'inflation a fait que les gens ont moins acheté. Donc comme nous avons des stocks, eh bien tous les commerçants vont devoir commencer à brader pour essayer de écouler les stocks restants. Et il y a une théorie, la théorie du bullshit effect. Je prends mon cas dans le fond. Je suis vendeur de parachutistes, revendeur. Eh bien, au-dessus de moi, il peut y avoir déjà mon intermédiaire ou mon fournisseur. Et mon fournisseur, lui, il achète des matières premières à d'autres fournisseurs et ainsi de suite. Si moi, je suis avec des stocks non vendus, eh bien, je ne vais plus faire de commandes. Donc, mon intermédiaire, lui, va moins commander aussi. Qui, lui, comme il commande moins, eh bien, le fournisseur, lui, va plus racheter des matières premières non plus. Par conséquent, il va y avoir des répercussions tant du côté de la demande que de l'offre, puisque ça peut venir d'en haut où eux prévoient qu'on ne va rien vendre, donc ils produisent moins, donc on a moins, donc nous, on est calé dans le fond sans produit. Comme nous, on peut avoir de l'influence en achetant moins et du coup faire répercuter le début de la chaîne. Un exemple, je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne, mais enfin, j'y prends un exemple. Si moi, je considère que je vais moins vendre de casques cette année, parce que j'ai des stocks à écouler, etc., eh bien, mon intermédiaire, lui, ben, il aura moins de commandes de ma part. Lui, il va aller au fournisseur. Ben, lui, le fournisseur, ben, il va moins fabriquer. Et du coup, comme il fabrique moins, ben, il va peut-être moins acheter de produits, matières premières, en Chine, en Inde, etc. Donc, finalement, la répercussion de Marie, sa Gebet sur Samp a des répercussions jusqu'en Chine. Donc, c'est un peu ça l'effet coup de fouet. Donc, par conséquent, comme il y a eu de l'inflation et que ça a baissé, eh bien, il est sûr qu'on va avoir des stocks, ça va donc devoir s'écouler. Et quand il y a des stocks, on brade les prix. Donc, un élément de plus qui prouve qu'on risque d'avoir une baisse des prix. La baisse de la demande, bien en Europe, elle est principalement liée au fait que les gens avaient moins de pouvoir d'achat, en plus que les prix coûtaient cher. En plus, ils ont eu les problèmes de l'énergie, en plus, qui n'est pas le cas des États-Unis. Mais aux États-Unis, ils ont été confrontés à un autre problème qui est peu connu en Europe, mais aux États-Unis, ils ont une conception différente de la nôtre dans la vision de la consommation à l'excès. C'est-à-dire que quand ils achètent une maison, ils mettent leur prêt sur la tête d'un immeuble dont ils espèrent à long terme qu'elle va prendre de la valeur, ce qui fait qu'à la longue, ils revoient leur contrat de prêt en disant finalement l'immeuble vaut plus que prévu, donc vous devez me diminuer mes parts
et en échange, donnez-moi un prêt à la consommation. Or, comme aux États-Unis, les immeubles ont diminué de valeur légèrement, mais ont quand même diminué, eh bien, ils ne savent plus engranger ce système qu'ils ont eu l'habitude d'obtenir des prêts à la consommation en compensation de l'augmentation de leur valeur d'immeuble, et par conséquent, il y a une diminution de la consommation, de la demande, liée au fait qu'ils n'ont pas su revaloriser leur contrat d'achat d'immeuble. Alors, je terminerai par un point sur la balance commerciale qui n'est vraiment pas bonne en Europe, hein, ça tout le monde le sait bien. Et point de vue dette, c'est pas bon non plus, et encore pire aux États-Unis. On en reparlera dans une prochaine vidéo parce qu'on est justement dans le problème de la dette américaine pour l'instant. Mais je tiens à terminer cette vidéo donnant un élément qui est surprenant. C'est que depuis ces derniers jours, ce fin janvier, eh bien, l'on voit que l'euro vient de se reprendre, à la grande surprise de tous. Voilà l'euro qui est remonté à 1,12, ce que personne n'imaginait que ça allait avoir lieu. Donc voilà un élément qui vient mettre un peu le trouble fait dans la situation mondiale des transactions internationales. Enfin, il fallait le souligner, c'est un élément nouveau. Comme vous le savez peut-être, en Amérique du Sud, il y a quelques années, eh bien, beaucoup de pays sud-américains ont abandonné d'utiliser le dollar américain. Et de ces jours-ci, on entend de plus en plus que le Brésil et l'Argentine sont en train de négocier ensemble pour créer une nouvelle monnaie pour laisser tomber le dollar. Donc voilà encore un élément de plus qui prouve que le dollar devient de moins en moins une monnaie mondiale, puisque les transactions sont de plus en plus remises en question concernant la valeur en dollars. Beaucoup de transactions se font en yuan, en or, en rimini ou encore en crypto-monnaie dans certains pays sud-américains. Et voilà maintenant que l'on voit de plus en plus les pays sud-américains qui étaient en quasi-totalité dollars américains revoir leur position et peut-être revenir à une monnaie locale et plus en une monnaie américaine. En conclusion, que peut-on retenir de cette analyse? Eh bien, c'est que l'inflation est déjà en train de diminuer progressivement. Ça monte encore, mais de moins en moins vite. Qu'elle ne sera sans doute pas alimentée par l'augmentation moins rapide des salaires et que la récession sera là pour également donner son coup de grâce. La récession étant apparemment la solution privilégiée par les grandes autorités, puisque l'on voit la Banque centrale continuer à augmenter ses taux parce qu'elle préfère avoir une récession plutôt qu'une inflation. Deuxièmement, que peut-on dire des prix? Eh bien, vraisemblablement, suite à l'analyse tenue précédemment, les prix devraient sensiblement être moins élevés. Sera-t-on à des prix inférieurs de ce qui existait en 2022? Ça, on ne peut pas l'affirmer, mais rien n'est jamais impossible en économie. Mais en tout cas, une baisse très certaine. Enfin, pour finir, est-ce que l'inflation, est-ce qu'on en a fini avec elle? Eh bien, malheureusement, je vais devoir vous décevoir parce que des inflations, il n'y en a jamais une seule, mais c'est toujours des pics d'inflation et en général, on en a 2 ou 3. Donc, il y a de grandes chances que nous verrons à l'avenir une reflation, c'est-à-dire de nouveau une augmentation de l'inflation qui sera sans doute et très certainement la conséquence toujours de nos problèmes énergétiques. Par conséquent, nous risquons de voir dans les prochains mois, prochaines années, une désinflation, c'est-à-dire une inflation moins forte qui va diminuer, une récession sûrement. Espérons que nous n'aurons pas de dépression économique, je ne crois pas, parce qu'il y aura toujours bien l'inflation pour refaire redémarrer le système et nous faire oublier la récession. Et nous verrons vraisemblablement dans le courant de l'année 2023 et semblablement, selon certaines analyses, pendant les vacances d'été, une déflation, c'est-à-dire une baisse des prix par rapport à ce que nous connaissons, du moins maintenant. Je vous dis
À bientôt, prenez bien soin de vous et à la prochaine.